À Lesbos, où je chassais dans un bois consacré aux nymphes, je vis un spectacle, le plus beau que j'ai vu. Peinture de tableau, histoire d'amour. Sans doute il était beau ce bois, avec des arbres nombreux, des fleurs et des ruisseaux. Une source y nourrissait tout, fleurs et arbres, mais la peinture était encore plus précieuse, offrant à la fois un art prodigieux et une aventure amoureuse. Aussi, beaucoup de gens, même de l'étranger, venaient-ils, attirés par la renommée pour prier les nymphes et pour contempler le tableau. Mytilène est une ville de Lesbos aussi grande que belle, coupée de canaux où s'engage la mer, ornée de ponts de pierres blanches et polies. On croirait voir, non pas une ville, mais une île. À quelques 200 stades de cette ville de Mytilène, se trouvait le domaine d'un homme fortuné. Magnifique propriété, collines giboyeuses, plaine à blé, coteaux pour les vignes, pâturage pour le bétail, et la mer brisée sur une vaste plage de sable fin. Dans ce domaine, un chevrier nommé Lamont, en gardant son troupeau, trouva un enfant qu'une de ses chèvres nourrissait. Il y avait un bosquet de chênes et un fourré de ronces que surmontaient des guirlandes de lierre. Puis une herbe tendre où reposait l'enfant. C'était là que la chèvre courait tout le temps, disparaissant d'auprès de son chevreau qu'elle abandonnait sans cesse pour rester auprès du nouveau-né. Lamont surveille ses allées et venues, par pitié du chevreau délaissé, puis, en plein midi, il la suit à la trace, et il aperçoit cette chèvre qui, de ses pattes, entourait précautionneusement l'enfant pour ne pas lui faire de mal en le heurtant de ses sabots. Tandis que le bébé tétait le pic gorgé de lait comme le sein d'une mère. Naturellement surpris, il s'approche et trouve que c'était un petit garçon, joli et robuste, dans des langes beaucoup trop riches pour un tel abandon. Il avait sur lui un petit manteau de pourpre, une broche d'or et une petite épée à poignée d'ivoire. Or, voici qu'au bout de 2 ans, un berger d'une terre voisine nommé Drias, en gardant son troupeau, se trouve lui aussi devant pareille découverte et pareil spectacle. À son arrivée, il ne trouva rien de ce qu'il attendait, mais la brebis qui offrait très maternellement sa mamelle à l'enfant pour le faire téter tout à son aise, et lui, sans pleurer, portait avidement l'une sur l'une et l'autre des mamelles, sa bouche qui restait pure et fraîche, car la brebis lui léchait le visage lorsqu'il s'était gorgé de nourriture. Cet enfant était une fille, et elle portait, elle aussi, avec ses langes, des objets de reconnaissance, coiffe bordée d'or, chaussons dorés, et à ses chevilles, des anneaux d'or. Les enfants, bien vite, devinrent grands, et leur beauté se révélait tout autre que rustique. Lui venait d'avoir 15 ans, elle 2 ans de moins, quand Drias et Lamont, la même nuit, eurent le rêve que voici. Les nymphes leur apparurent, celle de la grotte où se trouvait la source et où Drias avait découvert l'enfant. Elles livraient Daphnis et Chloé, un petit enfant aussi vif que joli, qui avait des ailes aux épaules et portait des petites flèches avec un petit arc. D'une même flèche, il toucha les 2 jeunes gens, puis leur commanda de se faire désormais bergers. Ils se communiquèrent leurs rêves et firent un sacrifice chez les nymphes, à l'enfant portant des ailes dont ils ne savaient dire le nom. Puis ils envoient les jeunes gens garder leur troupeau en les instruisant de chaque chose. Comment il faut conduire la pâture avant midi, comment la reprendre une fois tombée la grande chaleur, quand on mène à l'abreuvoir, quand on ramène à l'étable, pourquoi on doit tantôt se servir de la houlette et tantôt de la boisselon. Eux, tout contents, comme s'ils avaient reçu une charge importante, ils se prenaient d'affection pour leurs chèvres et leurs moutons, plus que ne le font d'habitude les bergers. L'une parce qu'elle reportait sur une brebis la cause de son salut, l'autre parce qu'il se rappelait qu'une chèvre l'avait nourri lorsqu'il était abandonné. Daphnis se rendit à la grotte des nymphes en compagnie de Chloé et lui donna à garder sa tunique et sa besace. Puis, au bord de la source, il se mit à laver sa chevelure et tout son corps. Sa chevelure était brune et abondante, son corps allait par le soleil. On aurait dit que c'était l'ombre de ses cheveux qui le noircissait ainsi. Chloé le contemplait car elle le trouvait beau. Une lassitude s'était emparée de son âme, et ses yeux refusaient de s'ouvrir. Elle ne faisait que parler de Daphnis. Elle n'avait plus d'appétit, passait la nuit sans sommeil, délaissait son troupeau. Tantôt elle riait et tantôt elle pleurait. Elle s'endormait pour se réveiller en sursaut. Son visage pâlissait puis s'enflammait aussitôt après. Une génisse piquée du temps n'est pas assez tourmentée. Et voici les discours qu'elle se tenait à elle-même lorsqu'elle était seule. Je suis donc malade et je ne sais quel est mon mal. Je souffre et je n'ai pas de blessure. Je m'afflige et je n'ai perdu aucun de mes moutons. Je brûle et je me trouve assise sous une ombre si fraîche. Que de fois j'ai été égratignée par des ronces et je n'ai pas pleuré.
Que de fois j'ai été piquée par le dard des abeilles et je mangeais quand même. Puis, car il fallait que Daphnis, lui aussi, connaisse les choses de l'amour, il arriva un jour une dispute entre lui et Dorcon sur leur beauté. Chloé arbitrait le débat et le prix de la victoire était un baiser de Chloé. Dorcon, le premier, prit la parole. Moi, ma fille, je suis plus grand que Daphnis. Moi, je suis vacher et lui chevrier. Je l'emporte sur lui autant que les vaches l'emportent sur les chèvres. Je suis blanc comme du lait, je suis blanc comme du blé à la moisson. C'est une mère, non une bête, qui m'a nourri. Et voici ce que Daphnis répondit. Moi, si une chèvre m'a nourri, c'est comme Zeus. Les boucs que je garde sont plus gros que les chèvres de Dorcon. Je n'en ai pas l'odeur, pas plus que Pan, qui pourtant est presque un bouc. Je me contente de fromage, de pain de campagne et de piquettes. Mais les riches paysans n'en possèdent pas davantage. Je suis imberbe, mais Dionysos également. Je suis brun, mais la jacinthe également. Or, Dionysos l'emporte sur les satyres et la jacinthe sur le lys. Lui est roux comme un renard. Il a une barbiche comme un bouc. Il est blanc comme une femme de la ville. S'il te faut m'embrasser, ce sera sur la bouche, mais pour lui, ce sera sur les poils de sa barbe. Souviens-toi d'ailleurs, ma fille, que une brebis t'a nourrie et que tu n'en es pas moins jolie. Chloé n'attendit pas davantage. Ravie de cet éloge et désirant depuis longtemps embrasser Daphnis, elle bondit et lui donna un baiser tout simple et gauche, mais bien capable d'enflammer une âme. Alors, Dorcon s'enfuit, tout chagrin, en quête d'un autre moyen pour satisfaire sa passion. Quant à Daphnis, comme s'il avait reçu une morsure au lieu d'un baiser, il ne tarda pas à s'assombrir. Il avait souvent des frissons. Il devait contenir l'agitation de son cœur. Il voulait regarder Chloé, et en la regardant, il devenait tout rouge. C'est alors que pour la première fois, il s'aperçut avec admiration que sa chevelure était blonde et que ses yeux étaient aussi grands que ceux d'une vache, et que son visage était vraiment plus blanc que le lait des chèvres. On aurait dit qu'il venait d'avoir des yeux, et que jusqu'alors, il avait été aveugle. Daphnis et Chloé cherchaient à savoir qui était cet Eros, s'il s'agissait d'un enfant ou d'un oiseau, et quelle était sa puissance. Alors, Philétas reprit. C'est un dieu, mes enfants, jeune et beau et portant des ailes. Aussi, aime-t-il la jeunesse, recherche-t-il la beauté, et permet-il aux âmes de prendre leur vol. Sa puissance dépasse celle de Zeus. Il règne sur les éléments, il règne sur les astres, il règne sur les dieux ses semblables, plus que vous-même ne pouvez le faire sur vos chèvres et sur vos moutons. Toutes les fleurs sont l'œuvre d'Eros, ces plantes-ci sont ses créations. C'est grâce à lui que les rivières coulent et que les vents soufflent. Il avait pour voisin un paysan cultivant sa propre terre, du nom de Chromis, qui, physiquement, n'était pas très jeune. Il avait amené de la ville une petite femme, jeune et jolie, et plus délurée qu'on ne l'est à la campagne. Elle s'appelait Lycénion. Cette Lycénion voyait Daphnis conduire chaque jour ses chèvres, le matin vers la pâture, le soir au retour de la pâture, et elle eut envie d'en faire son amant en l'attirant par quelques cadeaux. Le lendemain, sous prétexte de se rendre auprès de la couchée, une certaine Labé, elle s'en alla tout bonnement vers le chêne où Daphnis était assis avec Chloé. Et elle se présenta en jouant à merveille la femme bouleversée. Sauve-moi, Daphnis, je suis malheureuse. De mes soins, j'en avais 20, un aigle m'a emporté la plus belle. Mais comme la charge était bien lourde à enlever, il n'a pu l'emporter jusqu'à son rocher habituel que tu vois là-haut. Et il s'est laissé tomber avec sa proie dans ce petit bois-ci. Alors toi, je t'en conjure, au nom des nymphes et des pans, que voilà, viens dans le bois car j'ai peur toute seule, et sauve-moi cette toi. Sans se douter en rien de ce qui allait se passer, Daphnis se lève aussitôt et prenant sa houlette, il suit par derrière Lycénion qui le conduit le plus loin possible de Chloé. Puis, lorsqu'ils furent au plus touffu du bois, elle l'invita à s'asseoir près d'une source. Daphnis, tu aimes Chloé?
Je l'ai appris des nymphes cette nuit. Dans un rêve, elles m'ont dit tes larmes d'hier et m'ont ordonné de te sauver en t'enseignant comment on fait l'amour. Ce n'est pas en se donnant des baisers, ni en se serrant dans les bras, ni en se comportant comme les béliers et les boucs. Il s'agit de se saillir tout autre agréable que celle-là, car la jouissance qu'elle donne est plus longue durée. Si donc tu veux te libérer de ton mal et goûter au charme que tu recherches, viens, confie-toi à moi, comme un charmant petit élève. Et moi, pour être agréable à ces nymphes, je vais te donner ma leçon. Puis elle entreprit d'instruire Daphnis de la façon suivante. Elle lui demanda de s'asseoir près d'elle, comme cela, de lui donner des baisers aussi forts et autant qu'il en avait l'habitude, et en même temps, de la prendre dans ses bras, puis de se coucher par terre. De peur de faire souffrir Chloé, Daphnis ne fit pas la démonstration à Chloé de ce que Lycénion lui avait appris, et les deux amoureux continuèrent un temps à vivre leur amour platonique. Quelque temps plus tard, le maître de cette terre, Dionysophanes, annonça sa visite. Son fils, Astylos, arriva d'abord, accompagné d'un de ses parasites qui s'appelait Gnaton. Ce dernier, qui était un homme accoutumé à manger et à boire jusqu'à l'ivresse, à se livrer à la débauche, ne fut pas sans remarquer le beau berger Daphnis, et fut en proie à un irrépressible désir pour le jeune homme. Il supplia alors Astylos de le lui offrir comme esclave pour qu'il le ramène à la ville. Un témoin de la scène alla rapporter ses propos à Daphnis et Lamon. Daphnis, épouvantée, décida résolument de fuir ou de mourir avec Chloé, qui l'entraînerait dans son destin. Quant à Lamon, il appela Myrtalée en dehors de la cour. « Nous sommes perdus, ma femme, dit-il. Le moment est venu de révéler ce que nous avons caché. C'en est fait de mes chèvres et de tout le reste. J'en atteste Pan et les nymphes. Quand même je devrais, comme on dit, rester bœuf à l'étable. Je ne cacherai pas l'histoire de Daphnis telle qu'elle est. Je dirai que je l'ai trouvé abandonné. J'indiquerai comment il était nourri, et je montrerai tout ce que j'ai trouvé près de lui. Cet infâme Naton apprendra de qui est amoureux un individu comme lui. Apprête-moi seulement les objets de reconnaissance. » Ils décidèrent de ne pas se livrer plus longtemps en conjectures, et d'examiner tout de suite les objets de reconnaissance, pour voir s'ils indiquaient une condition brillante et noble. Myrtalée va chercher le tout qu'elle avait conservé dans une vieille besace. Lorsqu'elle les eut apportés, Dionysophanes fut le premier à les regarder, à la vue d'un petit mentor pourpre, d'une broche d'or et d'une épée à la poignée d'ivoire. « Zeus souverain !» s'écria-t-il. Il appela sa femme à venir voir. À cette vue, elle poussa un grand cri. « Chère destinée, n'est-ce pas avec ces objets que nous avons exposé notre propre enfant ? N'est-ce pas dans ces champs que nous avons envoyé si Frociné l'emporter ? Il n'en est pas autrement, c'est exactement cela. Chère Marie, cet enfant est le nôtre. Daphnis est ton fils, et il a été le chevrier de son père. » Pour que Daphnis puisse épouser Chloé, Dryas décida à son tour de révéler les circonstances de la découverte de Chloé. Le maître, Dionysophanes, entreprit de rentrer à la ville afin de rechercher les parents de la jeune bergère. Dans un rêve, le dieu Eros ordonna à Dionysophanes de réunir dans un banquet toute l'aristocratie de Méthylène et d'y dévoiler les objets de reconnaissance de Chloé. Le maître ordonna à ses serviteurs de préparer un magnifique repas. Quand la nuit fut venue et qu'on eut rempli un cratère pour la libation à Hermès, un serviteur apporta sur un plateau d'argent les objets de reconnaissance et, en tournant de gauche à droite, il les montra à tous les convives. Or, personne ne les reconnaissait. Cependant, un certain Mégaclès, qui occupait en raison de son âge la dernière place, dès qu'il les vit, les reconnut et s'écria d'une voix forte et animée. « Que vois-je là ? Qu'es-tu devenue, ma petite fille ? Es-tu en vie, toi aussi ? Ou bien quelque berger n'a-t-il fait qu'emporter ces objets qu'il avait trouvés par hasard ? Je t'en prie, Dionysophanes, explique-moi. D'où tiens-tu des objets de reconnaissance qui appartiennent à mon enfant ? Ne m'empêche pas, après avoir retrouvé Daphnis, de faire moi aussi une découverte. » Mais Dionysophanes lui demanda de parler tout d'abord de l'abandon de son enfant. Alors, Mégaclès, sans baisser le ton de sa voix, leur dit « Au début, mes ressources étaient modestes, car ce que je possédais, je l'avais dépensé à des chorégies et à des triérarchies. À cette époque, m'arriva une petite fille. Craignant de l'élever dans la misère, je l'abandonnai en la parant de ces objets de reconnaissance, car je savais bien que les gens trouvent ainsi le moyen d'avoir les enfants.